Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous dédié aux arts et aux spectacles. À New York, les défilés de mode battent leur plein, nous verrons les principales tendances de l'été prochain et ce sera l'occasion pour nous de revenir sur les bourdes de la mode, racisme, mépris social. Vous verrez, les créateurs flottent parfois au-dessus du réel. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir l'un des plus talentueux, des plus prometteurs pianistes de jazz. Il s'appelle Shai Maestro, il a 27 ans. Retenez bien son nom. Et puis, histoire de sceller à notre façon l'amitié franco-israélienne, nous recevrons Benny Ziffer. Il est écrivain, il est polémiste et il inaugure cette semaine à Tel Aviv les rencontres littéraires de l'Institut français. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à i24 News. On va partir à New York avec les collections de l'été 2015 et on va jeter un bref regard sur ce qui nous attend l'été prochain. On commence avec Victoria Beckham. Elle a misé cette saison sur l'épuré, robe droite, des robes trench, sans manches. C'est du basique, c'est du chic et on adore. Idem chez Diane von Furstenberg. Les fameux motifs imprimés et puis le flashy qui ont fait sa gloire sont désormais sagement appliqués sur des lignes droites. Manifestement, New York est à l'élégance simple. Quant à Donatella Versace, eh bien, elle reste fidèle à son esprit. Glamour rock, c'est très militaire, c'est très « Bonjour mon amiral, voici ma mini-jupe et mes boutons dorés ». Voilà, ça fait rêver. Bonjour, Sandy Forti, c'est très glamour tout ça, mais parfois on a l'impression que les créateurs flottent un petit peu au-dessus du réel. On se souvient de la bourde de Zara avec le fameux t-shirt rayé et cette étoile jaune, ce n'est pas la première fois. Et d'autant que ce n'est pas la première fois pour Zara. On se souvient tous de son dernier fashion faux pas avec ce sac orné de croix gammées que la marque avait commercialisé en 2007 avant de le retirer du commerce. Il s'agissait en fait d'une svastika, un symbole religieux très présent dans la tradition hindoue, ressemblant fortement à la croix gammée. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois donc que la marque Zara heurte la communauté juive, mais Zara n'est pas la seule à faire ce genre de bourde. H&M a lui aussi en mars dernier été forcé de retirer un t-shirt assez morbide avec une étoile de David qui entourait une tête de mort. Un autre exemple chez les créateurs. Exactement, il y en a beaucoup. On se souvient notamment lorsque la communauté musulmane s'était offusquée après un défilé Chanel pour lequel Karl Lagerfeld avait signé une robe présentant un verset du Coran au niveau de la poitrine. Alors elle était portée par Claudia Schiffer et elle a finalement été détruite et le créateur a dû s'excuser publiquement. Est-ce que c'est de la bêtise? Est-ce que c'est de l'ignorance? De l'ignorance sûrement et surtout un manque d'attention. En 2013, Mango lui avait heurté la communauté africaine avec sa collection de bijoux style esclave. Alors cette grande marque de prêt-à-porter espagnole, encore une fois, avait mis en vente une collection de bijoux qui s'inspirait visiblement des chaînes que portaient les esclaves, mot qui était d'ailleurs le titre de cette collection. Alors de nombreuses personnes s'étaient évidemment déchaînées sur la toile, mais aussi sur place. Ils avaient été manifestés devant un magasin de la marque sur Paris. La marque avait évidemment retiré sa collection et s'excusé. Alors, on imagine, c'est très curieux, ces bourdes comme ça des créateurs, parce qu'il y a quand même des gens qui vérifient, qui suivent. C'est étonnant parce que ça ne concerne pas forcément la religion, ça ne concerne pas forcément le racisme. Il y a oui, alors nazisme, Coran ou esclavage, ça ne suffit pas. Il y a parfois des raisons sociales, des questions sociales. On se souvient de John Galliano en 2000 avec son défilé haute couture Clochard qui avait heurté lui aussi à ce stade de luxe ce thème dont le designer dit s'être inspiré des clochards qu'il voyait lorsqu'il faisait son jogging sur les quais de Seine, avait beaucoup choqué. Trop d'ironie, frôlant parfois le mépris. Pour lui, ce n'était qu'une façon d'être élégant avec rien. Le message avait pourtant eu du mal à passer. Merci beaucoup, Sandy Fortis. Il a 29 ans, c'est la nouvelle étoile montante du jazz israélien. Il s'appelle Shai Maestro, retenez son nom, son portrait. Le voici et il est signé David Gombin. Il n'a que 27 ans. Pourtant, Shai Maestro est l'une des figures qui comptent dans le monde du jazz. À 19 ans, il devient le pianiste d'Avishai Cohen. Mais son histoire avec la musique commence bien plus tôt. À 5 ans, il démarre le classique. À 8 ans, le jazz. Une formation qui reste omniprésente dans ses compositions.
La musique classique m'a énormément aidé au niveau technique au piano, vous savez. Vraiment se plonger et apprendre comment parler la langue du piano. C'est fait de tellement de composantes. Et comme ça, vous pouvez vous en servir. Je m'en sers constamment dans le jazz. Adolescent, il intègre un lycée musical dans la banlieue de Tel Aviv. Mais il est repéré aux États-Unis et se voit proposer une bourse d'études pour la prestigieuse université de Berkeley. Et il refuse. Au début, quand on m'a proposé, j'étais en première. Mon ego a parlé en premier. Il me disait « Tu veux être un enfant prodige ?» Mais cela voulait dire abandonner l'école. Mais le directeur du lycée et ma mère m'ont dit tous les deux « Calme-toi, finis le lycée, comme tout le monde. » Ils ont mis mon développement personnel avant mon développement musical. Et je pense que c'était la bonne décision. Une sage décision qui va changer le cours de sa vie. Après le bac, c'est la rencontre avec le grand contrebassiste Avishai Cohen. J'avais 19 ans lorsqu'Avishai m'appelle et me dit « Je recherche un pianiste pour mon trio. Je ne promets rien, j'aimerais que tu viennes jouer ma musique. » Je me suis entraîné 2 semaines, je ne me suis pas levé de mon piano et lorsque je suis venu, je connaissais tout son répertoire. À mon avis, je n'étais pas assez bon pour rejoindre son groupe. Mais lui a vu apparemment mon sérieux. Et il a pris le risque de me donner ma chance. C'était génial. Ensemble, on a joué 5 ans et on a fait 4 albums. J'ai appris de lui énormément. Et c'est le début de sa gloire. Avec Avishai Cohen, il sillonne la planète de long en large. Le Blue Note à New York, l'Olympia et la salle Pleyel à Paris. Mais après 5 ans, il se sent fin prêt à voler de ses propres ailes. Il réunit 2 amis musiciens, Jorge Roder et Ziv Ravitz. Le Shai Maestro Trio est né et immédiatement signé chez Laborie, le label jazz français de référence. Il y a 1 an, le trio sort leur 2e album, The Road to Ithaca. Amateur de littérature, c'est un clin d'œil au poème du grec Constantin Cavafi. C'est un poème que m'a donné mon père avant de partir pour ma première tournée avec Avishai. C'est un poème magnifique à mon goût, mais le message est très simple. Ce qui importe, c'est le chemin et non pas la destination. Israélien d'origine, américain d'adoption et français de cœur. Il n'a que 27 ans, mais Shai Maestro a déjà montré au monde son talent. S'ils ne connaissent pas encore la destination, les amateurs de jazz, eux, savent déjà apprécier les belles notes qui composent ce cheminement musical. Juste après l'agenda des expositions, nous allons retrouver Benny Ziffer qui est sur le plateau. C'est notre invité, écrivain et polémiste israélien. On va le retrouver juste après l'agenda des expos. Débarqué du Japon en Europe en 1972, Keiichi Tahara est un photographe fasciné par la lumière. Connu pour ses clichés en noir et blanc, il expose pour la première fois en couleur et en polaroid. C'est à la MEP, la Maison européenne de la photo de Paris, que vous pourrez retrouver 4 séries de ce photographe esthète. Fenêtres, in-between, portraits et écrans, 4 séries pour comprendre le cheminement de ce sculpteur de lumière. Entre sensations provoquées par l'extérieur et l'imagination qui provient de l'intérieur, avec cet artiste japonais, tout est lumière. Une rétrospective à retrouver à la MEP de Paris à partir du 10 septembre et jusqu'au 2 novembre. Le Royal Academy of Art présente The Lost Album, une rétrospective de plus de 400 photographies originales prises entre 1961 et 1967 par Dennis Hopper. L'artiste, acteur et metteur en scène avait personnellement choisi et édité ces images pour sa première grande exposition au Centre d'art de Fort Worth, au Texas, en 1970. Et les tirages d'époque ont été redécouverts après sa mort en 2010. C'est la première fois que le Royaume-Uni accueille le travail du photographe. Cette exposition mélange à la fois sa vision personnelle de l'Amérique des années 60 et la dynamique culturelle de l'époque. C'est jusqu'au 19 octobre. À partir du 10 septembre, la 6e saison du design ouvre ses portes à Holon, en banlieue de Tel Aviv. Un projet qui fait partie de la volonté de la ville de se hisser au rang de ville israélienne du design et au niveau international de plateforme incontournable de l'innovation. Au programme Chalon le Holon, une fenêtre sur Holon, qui propose un tour des institutions culturelles de la ville. Un tour pour faire le point sur les expos et actus culturels du moment, à voir jusqu'au 11 septembre.
De la littérature maintenant avec vous, Béni Ziffer, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau du Culture Mag. Alors vous inaugurez cette semaine les premières rencontres israélo-françaises de littérature. Après la guerre en Israël, et les réactions en France, est-ce que vous pensez que la culture, c'est le dernier bastion, le dernier rempart de l'unité entre la France et Israël ? Je crois que ce qui unit, ce que la France contribue à tout ce qui peut arriver ici, c'est une sorte d'image qui est encore persistante et valable, une image des valeurs européennes, des valeurs, disons, et de liberté, les clichés, liberté, égalité, fraternité, et toutes ces images-là que la France représente pour les Israéliens, mais surtout pour la région, cet est de la Méditerranée qui souvent voit la France encore comme un bastion de liberté. Et voilà. Et d'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit... On va en parler, oui. Voilà. Et je donne un exemple concret d'un réfugié d'Afrique qui vient avec moi. Tous les deux, on va en France. Et là, il trouve en fait sa liberté, le pouvoir, cette possibilité d'étudier, etc. Béni Ziffer, vous avez une double nationalité. Vous êtes à la fois israélien et turc. Votre grand-père a fondé la première équipe de football juive d'Istanbul. Alors donc, dans ce livre, Entre nous les Levantins, publié aux éditions Actes Sud, vous demandez aux lecteurs, en l'occurrence aux lecteurs israéliens, mais aussi aux lecteurs français, c'est traduit en français, aux lecteurs allemands, c'est traduit en allemand, de voir Israël, votre pays, avec des yeux arabes. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais, on est tous emprisonnés dans l'image qu'on a de soi et de l'image négative qu'on a d'autrui. Et je voulais, dans ce livre-là, vraiment mélanger le tout, faire une salade de toutes ces identités qui sont tellement, qui nous emprisonnent tous. Et qui nous façonnent. Oui, qui nous façonnent, mais qui nous emprisonnent en même temps. Et qui donc, vous font vivre, parce que sans identité... avec ces courts voyages que j'ai faits en Égypte, quand on pouvait encore le faire, en Jordanie, en Turquie, et je voulais changer en quelque sorte ce point de vue des Israéliens sur les pays qui les entourent, et changer un peu cette image négative qu'ils ont sur eux, et le contraire aussi. Mais alors du coup, vous pensez qu'Israël fait tâche dans le paysage du Moyen-Orient, ou qu'il a sa place ou pas sa place ? Voilà, mais moi je crois, j'ai l'impression que petit à petit, et voilà, c'est ça ce que je tâche de dire, qu'en fait, ce qu'on appelle le sionisme est en fait devenu une sorte de volonté, ou devient malgré soi une sorte de volonté de s'intégrer culturellement dans la région. Et ça se voit peut-être pas dans les hauts, disons, grades politiques, mais dans la vie de tous les jours, ça se voit beaucoup plus dans la musique, dans la manière de vivre du jour au jour. Et donc, et c'est là le levantinisme auquel je prêche. Le levantinisme, quel joli mot. Béni Ziffer, vous êtes donc écrivain, vous êtes polémiste, vous dirigez aussi la rubrique littéraire dans un journal israélien de gauche, le Haaretz, et vous y avez également une espèce de tribune. Et alors, pendant la guerre, vous avez publié un post, un édito, où vous pointiez les violences entre l'extrême gauche de votre pays et l'extrême droite, et puis au final, vous avez dit, on n'est pas si mal que ça ici en Israël. Vous trouvez que ça va bien maintenant de votre pays ? Oui, moi je trouve que ce qui fait encore partie de ce levantinisme, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'idéologie. Donc parler, cette panique qu'il y avait dans la gauche israélienne, comme quoi, un nouveau néonazisme israélien a surgi, etc., n'a rien, c'est vraiment de la fantaisie. Et qu'il y a la violence, parce que tout est violent, comme on le sait,
dans la vie de tous les jours. Et pendant une guerre, la violence s'accumule, s'agrandit, mais moi, ça ne me rend pas du tout inquiet, parce que je crois que ça fait partie de ce tempérament, disons, de la région. De la région. Et encore, ça nous enfonce positivement encore plus dans ce que j'appelle le levantinisme. Mais alors, en tant qu'écrivain ou en tant qu'intellectuel ou en tant que polémiste, qu'est-ce qui vous inquiète maintenant aujourd'hui ? Ce qui m'inquiète, c'est justement ça, c'est le fait qu'on n'est pas assez, que la classe politique n'est pas assez intégrée dans la région, qu'elle vit dans cette fantaisie d'être d'ailleurs, de ne pas être d'ici. Et cette incompréhension de ce qui se passe ici, vraiment. Merci beaucoup, Béni Ziffer. Je rappelle votre livre, Entre nous, les Levantins. C'est très drôle, très caustique, très imagé. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour le Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Et juste après ce rendez-vous, c'est l'info qui continue sur i24 News.